Hello et bienvenue sur le domaine de Luciane avec une vidéo de type je suis complètement à la bourre, puisque aujourd'hui je tenais à faire un petit bilan sur 2024, tout ce qui m'est arrivé, vol de ponette, intrusion de personnes dans mes champs avec attaque sur mes chevaux, mon accident de voiture et tout un tas de choses qui m'ont bien mis à terre, qui m'ont presque poussé à tout abandonner et qui au final m'ont plus que jamais aidé à me relever. Situé 2024, c'est une année qui n'avait pas forcément très bien commencé puisque je l'ai commencé en burn-out. Ça allait pas du tout, enfin je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est pas intéressant ni pertinent par rapport à la suite de la vidéo. Mais bref, burn-out, il a fallu quand même continuer de fonctionner parce que les animaux ils continuent de manger, boire, de vivre tout simplement, même quand ça va pas. Et donc ça nous ramène à février avec plus ou moins la grosse merde de l'année 2024 puisque je me suis fait voler une pouliche. Donc ceux qui ont vu mes autres vidéos ou qui me suivent, qui ont déjà vu des photos de mes champs, etc. Mon champ principal fait 3 hectares et demi. Énorme champ, en gros, il commence sur une route en haut du village, il finit sur une autre route dans une autre rue, très grand, il y a énormément pour le parcourir de bout en bout, il y a quand même quelques minutes de marche. Tout ça pour dire en gros que c'est un très grand champ tout en longueur. Donc, qui dit grand champ, dit niveau protection, si je mets du grillage, j'en ai pour quelques milliers d'euros. C'est pas à moi, le champ ne m'appartient pas, le propriétaire peut m'appeler demain, me dire dégage, je te fous à la porte, techniquement il peut. Et donc, c'est pas facile, c'est clôturé avec du fil électrique qui convient très bien à mes chevaux. Mais en termes de protection pure et dure, mettre du gros grillage bien solide, c'est un peu plus compliqué. Niveau des caméras, j'en ai une, elle filme un point du champ, mais concrètement 3 hectares et demi avec des recoins, etc. Je peux pas filmer tout. La caméra coûte 350 euros, peut-être un peu moins maintenant, mais bref, c'est le prix que je l'ai payé. J'ai pas les moyens de mettre 10 caméras dans le champ non plus. Puis bon, les caméras, ça a ses limites. On peut aussi me les piquer. J'ai pas trop les moyens d'en racheter tous les mois, hein. Et donc, tout ça pour situer un petit peu et pour anticiper un peu les messages de type ah ouais, t'aurais dû mettre des caméras, tout ça. Non, c'est pas possible. Personne ne peut sécuriser à bloc comme ça. Enfin, je travaille dans des écuries et tout. Les gens, ils sécurisent comme ils peuvent. Mais quand tu as plusieurs hectares à sécuriser, tu fais avec les moyens comme tu peux et voilà. Bref. Donc ce champ, pour remettre en lumière, je crois que ça fait depuis 2018 que je le loue. Et ça fait 3 ou 4 ans que j'ai vraiment toute la superficie parce qu'avant je louais une petite partie et puis j'ai eu un peu plus quand l'autre locataire est parti. Et on a toujours eu un petit peu de merde, mais des merdes du type ah tiens, le fil il est coupé vachement droit pour que ce soit un poney qui est tapé dedans. Ou même de type tiens, il y a un fil qui est coupé, mais il n'y a pas de poney dans ce champ. Qu'est-ce qui s'est passé? Bref. Énormément de choses, des isolateurs qui avaient sauté, Ouais, on avait trouvé des bouts de cravache, des petits trucs comme ça, en gros, un peu en se disant, ouais, il y a des gamins qui doivent entrer. Moi, j'avais déjà sorti des gosses de mon champ. Mais d'après le voisin d'où venaient les enfants, c'était la première fois qu'ils entraient. J'ai aucune preuve ni du contraire, ni j'ai pas de preuve du contraire. Donc en gros, on va dire que on va partir du principe que c'est vrai. Et donc jusque là, ça n'avait jamais été très loin. Puis un jour, j'avais une livraison de foin. Donc pendant l'hiver, toutes les semaines, toutes les 2 semaines, je fais livrer du foin pour que les animaux aient leur ration de foin. Moi, je fais poser mes roues de foin directement dans le champ et les chevaux se servent. Moi, ils sont à volonté. Et donc, je viens, je fais rentrer le monsieur et tout. Et quand je regarde dans mon champ, je vois tout de suite qu'il y a un souci, qu'il me manque une ponette. Donc, je fais le nécessaire, je fais poser mon foin et tout. Et une fois seule, je vais compter mes poneys. Effectivement, il me manquait une de mes pouliches. Euh, qui apparaît sur TikTok pour ceux qui me suivent, Moka, Meika, renommée Meika parce que j'avais déjà un animal qui s'appelait Moka, que j'avais acheté quelques mois plus tôt.
Et du coup, je cherche ma ponette et tout. Je trouve mes fils de clôture du côté d'un des champs du voisin qui sont rentrés vers l'intérieur. Et en gros, un poney, ça m'est déjà arrivé que des poneys pètent les clôtures. Pas ceux que j'ai actuellement, mais d'autres. Et les fils sont poussés vers l'extérieur. Donc très très bizarre et tout. Bref, je répare mes clôtures, appel de mairie, des vétos, des voisins. J'ai mis une pancarte sur ma barrière côté rue, etc. Avec mon numéro de téléphone, appel des commerces, la mairie qui a fait un appel à tous les agriculteurs, etc. Pour diffuser. Moi, j'ai croisé des chasseurs, j'ai fait passer le mot comme quoi une ponette a disparu, en me disant, bon, elle est peut-être sortie du champ. Mais ce qui est très bizarre, c'est qu'on parle d'une pouliche de 1 an et demi. Une pouliche qui est quand même très très grégaire. Ça me paraissait bizarre qu'elle soit sortie du champ et qu'elle se soit éloignée parce que le champ est entouré de dizaines et dizaines d'hectares. On peut rester très longtemps dans l'herbe sans croiser personne et tout, en traversant les champs. Enfin, très longtemps, tout est relatif. Je pense qu'au bout de 10 minutes, on tombe quand même sur des propriétés. Mais bref. Et ce que je trouvais très bizarre, c'est ok, la ponette, elle peut être sortie. Ça arrive, même un poney qui est jamais sorti, ça peut lui prendre du jour au lendemain. Mais ce que je trouvais très étonnant, c'est qu'elle sortait du champ, littéralement, elle avait je sais pas combien d'hectares d'herbe. Et ce que j'ai. Pourquoi en fait elle serait partie? Pourquoi elle aurait laissé ses copines? Elle serait pas restée aux abords du champ alors qu'elle a bouffé à ses pieds, littéralement. Parce qu'ils peuvent se sauver en hiver en mode ouais, non, ton foin c'est bien mignon, mais moi j'aime l'herbe. Mais voilà, qu'est-ce que cette ponette n'a jamais été revue. Encore une fois, je travaille en écurie. Et quand il y a des fuites de chevaux ou quoi, qu'il y a un cheval qui est aperçu, c'est pas rare qu'ils appellent les écuries les plus connues. Moi, je suis à 10 minutes à pied d'un centre équestre. Elle n'a jamais entendu parler qu'il y avait un poney qui avait été vu. Enfin, personne n'a jamais réentendu parler de ma ponette. Et j'ai appris un petit peu plus tard qu'il y avait d'autres juments et ponettes qui avaient disparu. Donc je pense que ma ponette, enfin je sais pas, je pense, j'en suis quasi persuadée, mais j'ai aucune preuve. Donc, mais voilà, que ma ponette a été volée. Donc à ce jour, on est presque 1 an plus tard, à quelques jours près, et je n'ai toujours jamais réentendu parler de ma ponette, ponette qui est pucée. L'éleveuse est au courant qu'elle m'a été volée parce que les papiers n'étaient pas encore faits au moment du vol, puisque elle n'avait pas encore reçu son carnet. L'éleveuse est au courant. Je pense quand même qu'elle est assez honnête, qu'elle me le dirait. Je la connais pas plus que ça, mais voilà, j'ai aucune raison d'en douter. Et voilà, à ce jour, je n'ai jamais réentendu parler de ma ponette. J'en parlais encore il y a peut-être 2 semaines à une agricultrice que j'ai rencontrée pour la première fois. Pareil, jamais entendu parler d'une ponette. Donc à ce jour, j'ai très peu d'espoir de la revoir, on va pas se mentir. Mais il y a toujours un petit truc qui fait que je regarde dans les champs, que je regarde autour et que je me dis bah peut-être un jour je vais la revoir. Mais je suis sûre de rien. Et la seconde anecdote a lieu 1 semaine plus tard, ou 10 jours, enfin très très rapproché. Anecdote, mais horrible. Donc en gros, encore une fois, je viens de resituer le contexte, poney au champ, etc. Mes ponettes sont toutes ensemble dans un paddock l'hiver avec foin inventé, j'ai revenu là-dessus. Et je viens les voir. Alors à l'époque, j'y allais tous les soirs. Maintenant, j'y vais 2 fois par jour. Et si c'est pas moi, il y a quelqu'un qui passe le matin. Et donc, le samedi, je vais voir mes ponettes, je fais le tour, tout va bien. Et puis je reviens le dimanche. Et j'ai tout de suite compris que quelque chose n'allait pas en regardant au fond de mon champ, en voyant une de mes ponettes couchée. Mais autant quand ils se couchent de tout leur long, on peut se faire des frayeurs, se dire ouais, il y a un poney qui est mort. Et en fait, non, ils sont en train de dormir. Sauf que là, je voyais bien qu'elle bougeait vraiment pas, que la position était pas naturelle du tout. Quand ils sont couchés, qu'ils dorment, les jambes sont contre le sol. Ma ponette a les jambes comme ça. Enfin, j'exagère le mouvement, mais elle avait les jambes qui tenaient dans le vide sans aucun support. Et là, j'ai compris.
J'y étais voir quand même, mais j'avais compris. Et en gros, j'ai retrouvé une de mes ponettes morte, avec le nez en sang. Je sais pas de quoi elle est morte. J'ai pas fait d'autopsie parce qu'à l'époque, j'avais des graves galères financières et que je pouvais pas... Une autopsie, c'est pas cher si on regarde juste comme ça, mais là, je savais qu'il allait falloir aller creuser un petit peu plus que ouvrir le ventre et voir s'il y a quelque chose. Je savais qu'il y aurait des analyses, des trucs comme ça à faire. J'avais des graves galères financières et je pouvais pas en fait me permettre de mettre plusieurs milliers d'euros pour alors que j'avais les signes évidents que la ponette avait le nez en sang, c'est s'était passé quelque chose. Donc j'ai retrouvé 10 jours après une de mes ponettes qui était en parfaite santé morte. J'ai fait venir à la gendarmerie constater qu'il y avait bien à manger, à boire, que la ponette était pas maigre et tout. Parce que je me suis protégée aussi, parce qu'on sait très bien comment les choses peuvent se retourner contre soi. Et c'est... Je suis dépitée d'y repenser en fait. C'est d'autant plus dur, c'est une ponette. Quand elle est arrivée à la maison, elle n'était pas super heureuse. Ça se voyait, elle était éteinte et tout. J'ai mis beaucoup de temps à ce qu'elle se sente mieux. Ça faisait 1 an qu'elle était à la maison. Ça allait un petit peu mieux, mais pas encore totalement. Mais ça commençait à venir. Et de se dire, bah voilà, cette ponette, enfin elle va bien. Et en fait, elle meurt. C'est cette ponette, je l'avais achetée d'un élevage. Bon, là, bon élevage a priori, de ce que j'en ai vu, moi j'ai rien vu de craignos, bien au contraire, j'ai vu un élevage qui se souciait de ses animaux. Mais l'élevage, ça peut être quelque chose qui est compliqué pour les animaux quand même. Parce que quand on retire le poulain d'une ponette, on pourra m'accuser d'anthropomorphisme ou quoi que ce soit, je m'en fous. Allez-y. Mais je me dis que ça reste quand même quelque chose qui n'est pas facile à vivre pour elles, d'être séparées de leur poulain et tout. Et là, je m'étais dit, je ferai en sorte de pouvoir essayer de lui garder un poulain, parce qu'on lui a retiré tous ses poulains jusque-là. C'est quelque chose que j'ai fait avec une autre de mes ponettes belges, j'ai gardé sa fille cette année. Parce que j'ai gardé son fils aussi, mais bon, son fils est entier, elle ne sera plus avec pour des raisons évidentes. Mais en gros, j'essaye, voilà, que les choses se passent le mieux pour eux, parce que j'ai choisi de faire de l'élevage et que j'ai choisi de faire un élevage qui respecte ses animaux au maximum. Peut-être qu'on me traitera d'utopiste, mais c'est pas grave, hein. J'en ai conscience qu'il y a un moment où je devrais faire des choix. Que ce soit d'un côté de stopper ou de l'autre de moins être à l'écoute de mes animaux sans que ça tourne à la maltraitance, bien sûr. Mais en gros, voilà, j'avais voulu lui faire ça, qu'elle soit vraiment bien en fait, qu'elle voie qu'elle est tombée dans un endroit qui se soucie d'elle et ma ponette a été tuée. Donc peut-être qu'elle s'est pris un coup de pied par un autre cheval, peut-être qu'elle avait une maladie et puis qu'elle a saigné du nez pour une raison X ou Y. Je sais pas ce qui s'est passé honnêtement. Je sais aussi qu'en disant que j'ai pas voulu faire d'autopsie, je me risque de m'exposer à des critiques, mais voilà, c'est le jeu. On fait tous comme on peut avec ce qu'on a sur le moment. Et voilà. Donc coup sur coup, j'ai perdu 2 ponettes. J'ai perdu 2 ponettes, j'ai perdu un sentiment de sécurité en allant dans mon champ parce que là ça commence à passer et encore parce qu'il s'est rien passé depuis un moment. Mais quand tu vis ça en fait, quand tu vas au champ, c'est le cœur qui bat à fond en attendant d'arriver au paddock et tout. Et de se dire qu'est-ce qui va pas, t'envoies un coucher, t'es complètement inquiet, alors que lui il est juste en train de faire la sieste et tout. Mais voilà, deuxième tragédie, on peut dire tragédie, il y a quand même une mort. Deuxième tragédie de l'année, une année qui commencerait mal. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, ouais, en fait, faut que j'arrête, quoi. Je veux dire, je vais pas attendre que tous mes poneys se fassent buter, voler, qu'on s'en prenne à mes animaux, en fait. Je
me suis dit, il faut que je vende tout le monde et j'arrête. Et puis tant pis, et je vais bosser et j'arrête l'élevage, je me consacre sur mon travail, j'arrête tout quoi. Mais je me suis dit, en fait, si j'abandonnais, comment dire, comment l'exprimer? C'est. J'avais pas envie de plier en fait. C'est que j'allais donner ce qu'ils voulaient aux gens. Peut-être que pour certains, c'est de la fierté mal placée, je sais pas. Mais je pouvais pas en fait me résigner à tout abandonner ce que j'avais construit. Parce qu'il y a des gens qui ont décidé d'être des gros connards. Parce que désolé, hein, mais je vais dire beaucoup de gros mots dans cette vidéo, mais c'est le cas. Vraiment, des gens qui ont décidé de foutre la merde par plaisir de foutre la merde. Quoi. Donc on continue avec les histoires de poneys, puisqu'il s'est passé beaucoup de choses qui, je pense, étaient liées les unes aux autres. Ou sinon, j'ai vraiment eu un karma de merde avec les poneys en début d'année. Mais là, pour le coup, c'était peut-être peut-être une semaine après la mort de ma poney. Honnêtement, j'ai pas les dates. Je sais que si je fouille un petit peu dans mes messages et tout, je peux retrouver, mais ça n'a pas vraiment d'intérêt. Juste, faut se dire, c'est très rapproché. Et un soir, donc on m'appelle pour me dire que j'ai une de mes brebis qui a mis bas. Donc j'y vais et tout. Je m'occupe de ce que j'ai à faire, de ma brebis, de ses agneaux, etc. Et je remarque qu'il y a un de mes poneys qui est couché. Sur le coup, j'avais pas tilté parce qu'il n'y a rien d'étonnant. Il était couché en vache. Mais je trouve, je sais pas, il y a quelque chose qui me chiffonnait. Et je vais voir et tout. Et je pense que les cavaliers propriétaires, non d'ailleurs, mais les gens qui sont en contact de chevaux, il y a des fois où on se dit non, ça c'est pas un coucher normal et tout. Je le trouvais éteint et tout. Je le relève et tout, et bingo, colique. Donc jusque-là, rien qui soit étonnant, juste j'étais un peu en mode oh putain, encore un truc, mais j'appelle la veto en urgence, je fais marcher mon poney et tout. Et par chance, c'était une toute petite colique que j'ai vraiment pris au début. Donc les soins qu'il a eu ont tout de suite aidé. J'ai pris soin de bien le faire marcher pendant un petit moment. Revenir tôt le lendemain parce que bah, c'était la nuit, moi je suis pas sur place, etc. Et c'est passé. Donc rien de méchant sur le coup. Une colique, une bonne facture veto et on n'en parle plus. Et quelques jours après, je crois que c'était vraiment 2-3 jours après, un de mes poneys couché par terre. Mais en fait, il y avait 3 entiers dans cette parcelle, mais 3 petits entiers. Et c'était un autre. Il était couché et tout. Et je le fais se relever, j'essaye de le faire se relever. Il n'y arrivait pas. Et j'essaye encore. Le poney qui tenait plus debout. Une grosse inquiétude, j'appelle en urgence le veto, j'appelle autour de moi pour qu'on vienne m'aider parce que le poney était par terre, j'arrivais pas à le relever. Et rien à faire. Et au final, j'ai quand même réussi à le relever en le chopant par la crinière, en tirant. Il a réussi à s'appuyer sur moi et tout. Et je l'ai marché, veto qui est intervenu, colique encore, même soin. Donc là, pareil, c'était vraiment ces toutes petites coliques, mais vraiment des coliques de rien, hein, que le poney limite pas en danger dans ces cas-là. Mais le fait qu'il n'arrivait pas à se relever, qu'il soit affaibli et tout, c'était quand même craignos. 2 jours après, même problème. Et en fait, mes poneys, alors j'en avais 3 sur la parcelle, j'ai jamais de colis quasiment. Si, j'avais eu avec un ancien poney que j'avais il y a 10 ans qui avait fait 2 coliques dans sa vie. Dans d'autres, du coup, pas du tout les mêmes champs, pas du tout les mêmes poneys, enfin rien en commun au final. Et là, en gros, j'ai jamais de coliques sur mes poneys. Là, mes 3 poneys qui se sont mis à enchaîner les coliques les uns après les autres. Mais c'est vraiment, j'avais une colique par jour, j'appelais le veto tous les jours. Et en fait, à force, quand je me suis aperçue que bah, je savais gérer les coliques, je me suis mis de moins en moins à appeler les vétos. Ils m'avaient laissé la calmagine et je m'occupais de mes poneys. Mais c'était vraiment de l'angoisse. Le matin, quand c'était pas moi qui allais au champ, c'était ma mère, parce qu'on s'est mis du coup, avec tout ce qui s'était passé, on allait 2 fois par jour au champ. Et j'étais au boulot, c'est déjà arrivé 2-3 fois que je revienne en urgence pour relever le poney parce qu'il n'arrivait plus à tenir debout, etc. Et donc on s'est mis à enchaîner les poneys qui maigrissaient. J'ai fait un premier vermifuge en me disant bon, bah, peut-être qu'il y a un souci de verre. Très bizarre parce qu'ils étaient vermifugés, mais bon. Et premier vermifuge, un bon vermifuge qui tape bien. Pas vraiment de différence, j'en ai refait un deuxième et tout.
Et en gros, les poneys qui enchaînaient les coliques, j'en ai un qui a failli y passer. Je l'ai retrouvé, enfin, c'est pas moi qui l'ai retrouvé pour le coup, mais on m'a appelé au boulot pour que je vienne. Poney qui était vraiment pas bien du tout, mais complètement éteint, plus de transit et tout. Lui, pour le coup, il a fait une plus grosse colique. Et en gros, en le marchant, en le bougeant et tout, j'ai entendu un énorme gargouillement d'un coup au niveau de son ventre. Et en gros, le veto, il m'a dit, il a probablement fait une torsion. Et tout s'est remis en place, et c'est ce que j'ai entendu. Et en gros, mon poney a failli y passer. Ce jour-là, il faut savoir aussi que j'avais retrouvé les clôtures pétées de partout, donc je pense qu'il a foncé dans les clôtures à un moment. Je ne sais pas ce qui s'est passé, pourquoi il a foncé dans les clôtures, parce que ce paddock-là, c'est le paddock où je mets mes entiers. Et comme j'ai mes ponettes à côté, il est hors de question de mettre juste un petit fil. Ils respectent les clôtures, mais j'ai pas confiance. Donc ils sont dans un paddock où il y a mes moutons et qui est grillagé tout autour. Et il y a du fil électrique autour pour pas qu'ils viennent se foutre dans les barbelés qui sont le long des grillages et tout. Et du coup, je comprends pas comment ce poney, en gros, a pu aller s'accrocher dans les fils, alors qu'il y a 10 centimètres entre le grillage et la clôture électrique. Pourquoi il aurait fait ça? Et en plus, j'ai des bonnes clôtures, c'est de la clôture à sanglier, ça tape quand même assez fort. Donc, je comprends pas. Honnêtement, je sais pas ce qui s'est passé ce jour-là. Ça a été la dernière colique, puisqu'après ça, j'ai déplacé mes poneys. On arrivait au moment du printemps. Et mes autres champs, les champs d'été qui sont inondés l'hiver, étaient un petit peu plus secs. Ils pouvaient un peu plus porter. Donc j'ai déplacé mes 3 poneys parce que c'était juste plus gérable en fait. C'était sur ces 3 poneys-là que j'avais des soucis. Alors mon hypothèse, c'est qu'il y a peut-être quelqu'un qui venait qui donnait du pain mou. Et que du coup, il se faisait des bouchons comme ça. Honnêtement, j'en sais rien. Je me dis ça en essayant de trouver une solution, mais je me dis le nombre de chevaux qui sont nourris au pain mou, dur, peu importe, qui grignotent du pain parce que leurs propriétaires ne savent pas que c'est pas bon pour eux et qui n'ont jamais rien, et puis les miens ils se mettraient à enchaîner les coliques dès qu'ils voyaient un bout de pain. C'est pas très. Pour moi, c'est pas cohérent, mais en fait, quand on est dans cette situation, on essaye de trouver un petit peu ce qui se passe, et du coup, donc, poney déplacé de champ, ils m'ont plus jamais fait une colique. Après ça, donc dans le champ, on a eu des petites choses à nouveau après ça, mais plus du tout de problèmes sur les animaux. Ça a complètement stoppé. Mais on a des petits trucs. J'ai trouvé des. Alors, si, un truc très bizarre, mais j'ai trouvé en gros des traces de roues de voiture dans mon champ, en haut de mon champ. Donc, il y avait bien 100 mètres depuis la barrière, et il y avait des traces de voiture dans mon champ, que j'ai trouvé très bizarre. Il y avait des chevaux en plus à ce moment-là dans les paddocks. Sachant que le champ est découpé en plein de paddocks, donc pour passer, il faut ouvrir des portes, faut. Je comprends pas. J'ai demandé à des gens s'ils voyaient pareil que moi, ils voyaient pareil, ils voyaient des roues de voiture. J'ai pas gardé la photo, mais je pense que je peux la retrouver dans mes messages. Je la mettrai peut-être. J'ai eu des trucs bizarres, le cheval de mon ami qui est avec mon cheval, qui se retrouvait avec des marques symétriques de chaque côté, comme si on y avait passé un licol ou quoi. Des marques de blessures. Bon, mon cheval qui avait quelques petites marques aussi, des petites blessures, mais vraiment toutes droites. Mais ça, je pense qu'il s'est gratté et qu'il a été très doué pour faire ça en très droit, parce que s'il avait eu une blessure de type coup de couteau, je l'aurais vu. Que là, j'ai vu vraiment la blessure sèche, en mode il a dû se gratter et puis c'était enfoncé dans le poil, c'était superficiel, ça a arraché un peu de poil quoi. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre? On a beaucoup de clôtures coupées, on a eu énormément de piquets de clôtures volées. Ça, c'est que matériel, ça fait chier, mais voilà, c'est que matériel. Où je trouve souvent des crottes de chiens dans le terrain, alors que il n'y a que moi qui vais avec mon chien au champ, et il va pas dans les parties où il y a certains des chevaux, parce que certains des chevaux ne supportent pas les chiens. Donc pour sa sécurité, en général, il reste soit avec mes 3 petits entiers. Très très rarement, il traverse le paddock des ponettes, mais c'est extrêmement rare parce que les ponettes sont pas forcément sympas et qu'elles ont leur poulain. Donc j'estime qu'elles ont le droit d'être tranquilles. Mais ouais, énormément de petites choses qui n'ont pas d'explication. Et
À ce jour, je ne sais toujours pas ce qui s'est passé. Je n'ai plus de soucis dans mes champs. Mais voilà. Par la suite, les choses se sont un petit peu tassées. Puisque fin printemps, été, le plus grave qui m'est arrivé en gros a été avec mes furets. Et par grave, j'entends pas grave du tout, puisque ce qui s'est passé en fait, c'est qu'on a eu des saisons très moches, une année très moche, et ça continue, avec de la pluie, du froid, du temps gris, des saisons qui sont pas des saisons, mais plutôt une année continue en fait, avec des températures qui varient très très peu, à part quelques petits jours vraiment très chauds qui ont fait d'ailleurs beaucoup souffrir autant hommes qu'animaux parce que d'un coup on passait de 10 degrés à 30. Mais voilà, tout le monde a eu le même temps, plus ou moins je pense, à part peut-être les chanceux au sud, et encore je suis même pas sûre. Et donc ce qui s'est passé c'est que les furets sont soumis à la photopériode. Moi les miens ils vivent dehors, entre très gros guillemets, ils ont un abri. Mais en gros... je me suis retrouvée que mes furettes coupaient leur chaleur. Alors beaucoup de gens diront non, non, c'est impossible, les furettes ne coupent pas leur chaleur. Si, quand on respecte la photopériode, en général, les chaleurs se coupent. Moi, je l'expérimente en tant qu'éleveuse, puisque j'ai mes furettes qui ont plusieurs fois coupé leur chaleur avant que je les fasse saillir, notamment cette année, plus d'une fois. Ceci n'est pas un encouragement de ne pas faire stériliser aux furets. Et je me suis retrouvée en gros avec mes furettes qui soit coupaient leur chaleur, soit quand j'arrivais à aller les faire aller jusqu'à la saillie, me faisaient des pseudo-gestations. Donc j'ai eu sur 7 furettes que j'ai fait saillir, elles ont toutes été au moins 2 fois à la saillie. Et j'ai eu une portée cette année, une portée de 4. C'est une très belle portée d'ailleurs, mais pour dire voilà, ça fonctionne pas à chaque fois. C'est pas très grave parce qu'au final, les animaux n'en ont pas souffert. Je dirais bien, ça repose en plus les mères, mais en l'occurrence, c'était quasi toutes déprimées par, donc elles n'étaient pas trop fatiguées de l'année passée. Mais en gros, rien de méchant, mais juste un petit peu chiant parce que c'est vrai que c'est un moment que j'adore énormément en fait d'avoir les bébés. Mais voilà, c'est le jeu. Et donc arrive septembre. Septembre, ça allait vachement mieux. Parce qu'il ne s'était plus rien passé de mauvais depuis quelques temps. Financièrement, après m'être endettée, parce que il a bien fallu payer le veto pour les poneys qui faisaient colique sur colique, ça n'avait pas été gratuit. Je m'étais un petit peu endettée. Rien de bien méchant, mais quand même une jolie petite somme. Tout allait mieux. Je recommençais un petit peu à souffler. Les bêtes allaient bien. Je remettais un petit peu d'argent de côté pour pallier à la prochaine vague de veto parce que ça va toujours par vague, j'ai remarqué. Et en gros, je me souviens très bien de ce jour-là justement que je m'étais dit que ça allait vachement mieux dans ma vie. J'aurais dû me taire. J'étais sur le chemin, j'allais travailler le matin et j'allais chez un autre client. Sur une ligne droite, il faisait beau, tout allait bien. Et je vois une voiture qui arrivait en face de moi, qui se met à tourner comme si elle doublait. Je regarde à gauche, il n'y a personne à doubler. Je regarde à droite, il n'y a pas de rue dans laquelle tourner. Cette voiture, elle me fonçait dessus. Voiture sans permis. Par chance, j'ai un Kangoo. Et par chance, j'ai eu le réflexe. En gros, la voiture, elle m'arrivait en face. Elle allait me tuer. Enfin, me tuer. Elle allait me percuter par l'avant. J'exagère. Et du coup, j'ai eu le réflexe d'essayer de l'esquiver. Ce qui fait qu'au lieu de me la manger en face, elle a tapé sur le côté. Elle a arraché mon aile droite. Sachant qu'elle venait de ma gauche de base, donc elle avait vraiment bien dévié. Ma roue arrachée, mon moteur par terre. Et moi, j'ai rien eu. Juste, j'ai des séquelles, douleurs au cou. Mais en gros, je me suis fait défoncer ma voiture par une petite voiture sans permis. Mais encore une fois, beaucoup de chance. Moi, j'avais rien. Et l'autre conducteur non plus, parce que l'autre conducteur, du coup, il s'est quand même mangé un Kangoo dans la tronche, alors que sa voiture faisait peut-être la moitié du poids de la mienne.
Et il a fini dans un fossé, je pense qu'il a fait un tête à queue, honnêtement, j'ai pas regardé ce qui lui est arrivé, moi j'ai juste vu ma voiture se faire percuter, j'ai pas regardé ce qui s'est passé quand lui est passé. Et il était dans le fossé, mais sa voiture s'était retournée, mais pas sur le toit, elle s'était retournée, elle allait vers mon arrière, et quand je suis descendue, elle regardait vers l'avant. Et donc, beaucoup de chance, il avait rien, moi j'avais rien non plus. Et j'ai appris que monsieur, en fait, avait bien picolé. Il avait 4 grammes d'alcool. Alors, quand on était à l'hôpital, il a dit qu'il ne se souvenait plus, mais j'ai fait le constat à l'amiable il n'y a pas très très longtemps. Parce que oui, ça prend énormément de temps dans ce genre de choses, apparemment. Et en gros, il a dit qu'il avait perdu le contrôle de son véhicule. Honnêtement, moi, sur le coup, j'ai cru qu'il voulait se suicider tellement il m'a visé. Et, mais non, il était complètement bourré, quoi. Donc, beaucoup de chance, mes voitures détruites. Ma voiture, moi je travaille à 30 km de chez moi. À l'époque, je travaillais 5 jours par semaine à 30 km de chez moi. Mais non seulement je travaille à 30 km de chez moi, il y a une gare dans ma ville et il y a une gare dans la ville où je travaille. Sauf que moi, j'ai besoin de mon outil de travail qui est ma voiture, puisque j'ai tout mon matériel dedans. Et que moi, mon boulot, c'est en gros, je peux faire 10 enfin pas 10 allers-retours, mais 10 trajets entre chaque client, parce que je travaille chez des clients différents. Sachant également que je suis déclarée en tant que transporteur, ma voiture, j'ai choisi un Kangoo pour mon activité de transporteur animalier. Voiture détruite. Une voiture qui était super bien entretenue, on avait fait des travaux, tout était nickel. Enfin, la voiture, j'ai toujours eu des voitures d'occasion, des trucs qui étaient plus ou moins viables à long terme. Là, j'avais quand même, j'avais fait un crédit et tout pour avoir une bonne bagnole pour partir pour plusieurs années. Et là, ma voiture qui est détruite. Je me retrouve sans pouvoir aller au boulot. Je me retrouve, j'ai des séquelles, rien de grave. En fait, là actuellement, par exemple, j'ai pas mal. Mais si j'ai envie de rester allongée dans mon lit une journée pour glander, je peux pas parce que j'ai des douleurs en fait quand il y a de la pression comme ça au niveau de ma tête. J'ai des douleurs qui me font un casque de douleurs dans la tête. Infâme au niveau des douleurs. Et alors, coup de bol, c'est que je suis quelqu'un qui est très active, que je bouge énormément et tout. Sauf que des fois, mon dimanche, j'aime bien le passer devant la télé à rien foutre. Et je peux, mais je dois soit souffrir, soit trouver la position qui va me soulager, soit pas le faire. Donc, encore une fois, je pense que j'ai moitié le droit de me plaindre, moitié parce qu'on a toujours le droit de se plaindre. Mais moitié parce que quand même je m'en suis très bien sortie et qu'il y a des gens qui ont été tués comme ça et je suis énormément reconnaissante à la vie et à mes réflexes du coup de m'avoir épargné un plus grave accident. Mais ouais, ça fait pas plaisir, ça a été une galère sans nom après moi de me faire rembourser ma voiture. J'ai réussi à en trouver une qui est top, coup de bol, même pareil un Kangoo parce que j'adore le Kangoo, qui est la voiture vraiment pratique quand tu as des chevaux, quand tu as des animaux, etc. et que tu as beaucoup de bordel à transporter. Et surtout, j'ai trouvé une voiture avec l'attache remorque pour le vent et avec les aérations pour le transport animalier. Donc j'ai eu énormément de chance dans ma malchance, même si je me serais bien passée d'un accident et j'aurais fait faire les travaux moi-même. Mais on choisit pas dans la vie. Et cet accident, je pense, a été la claque dans la tronche de trop ou la bonne claque dans la tronche qui fait que derrière la fin d'année 2024 a été vraiment très très différente de son début. Et donc, fin 2024, le positif, après cette grosse claque dans la gueule, c'est que je me suis dit, je peux pas en fait continuer à subir ma vie comme ça. J'étais déjà quelqu'un qui bougeait, qui était actif et tout. Mais c'est vrai que j'étais un peu passive, on va pas se mentir. Et je m'étais déclarée pour les services animaliers. Je faisais des petites choses. Mais je m'étais pas vraiment mis un coup de pied au cul comme je le méritais. Et en gros, ça s'est fait petit à petit. Donc je ne saurais pas dire vraiment un cheminement. Mais j'ai décidé de développer mon entreprise. De me lancer un petit peu plus là-dedans. Et j'ai trouvé des clients. Je me suis bougée, j'ai organisé mon élevage, etc. Je suis vraiment, j'ai boosté un peu le tout. Je saurais pas donné un cheminement exact. C'est vraiment, ça a été tellement, c'est à coup de 10 minutes par jour et
sur la toute fin, c'est là actuellement, c'est comme si tout avait toujours été là. Mais en fait, il y a quelques mois, tout ça n'était pas en place. Mais aujourd'hui, j'ai fait une grande avancée puisque actuellement, je vis d'une bonne partie de mon entreprise. J'ai encore quelques heures en salariat parce que faut sécuriser le truc. Puis il y a certains mois, je fais des bons salaires avec mon entreprise, mais qui me permettraient de vivre dessus. Mais il y en a d'autres qui vont être un peu plus justes, donc j'ai préféré me garder un petit parachute au cas où. Et à ce jour, en fait, ma vie a totalement changé, puisque je ne travaille plus autant en salariat. Je vais 2 fois par semaine, 3 fois grand max à 30 km de chez moi bosser. Et encore, quand j'y vais 3 fois, c'est pour faire... Il y a une journée qui est vraiment light. Là, par exemple, la semaine prochaine, je peux y aller qu'une seule fois. Et en fait, j'ai énormément amélioré ma vie, puisque l'un des grands drames de mon existence, au-delà du fait que j'étais épuisée parce que je me faisais des journées de fou, et que dans les faits, même si le code du travail, c'est des plages horaires de 10 heures travaillées, c'est pas rare que je me retrouve à bosser bien plus que ça, parce que quand le travail n'est pas fini, je vais pas appeler mes parents, mes patrons, et leur dire ouais bah ça fait 10 heures que je travaille donc j'arrête. Bah non, je finis mon travail en fait. C'est juste de la logique pure et dure. Et en fait, je me retrouve avec des journées bien plus intéressantes déjà, mais bien plus légères. Ironiquement, je travaille comme une dingue, mais j'ai l'impression qu'elles sont plus légères parce que elles me nourrissent en fait. Ce que je fais me nourrit. Je travaille beaucoup en écurie et en fait, ça n'a rien à voir quoi. C'est du travail bien sûr. Quand je rentre le soir, je m'endors assez tôt parce que je suis fatiguée. Mais en fait, c'est épanouissant. Ce que je fais a de la valeur. Ce que j'apporte aux gens leur apporte des choses en fait. Ils sont contents de mon travail. Et même si je reste quelqu'un de remplaçable comme dans tout boulot, à part quelques très rares exceptions, bah, je fais des choses vraiment qui... Je m'épanouis dans ce que je fais et je suis faite pour je suis faite pour ce travail. Et ça vaut tout l'or du monde. Et je suis bien dans ma vie. Et c'est extrêmement important. Et le positif renforce le positif. J'ai trouvé de plus en plus de clients. J'ai mis des choses en place dans ma vie. En fait, ça m'aide à avancer parce qu'avant, j'étais tellement... Mon énergie était tellement lourde, euh, tellement d'épuisement et tout, qu'il y a beaucoup de choses que j'avais du mal à faire dans l'élevage. Par exemple, je vais reprendre l'exemple aujourd'hui, j'ai fait des arrangements dans mes champs et en fait, ce genre de choses, c'est pas urgent, ça pressait pas, il n'y avait pas de danger pour les animaux. Des trucs, je disais ouais, je le ferai, je le ferai, je le ferai. Et en fait, là, je suis tellement en forme, j'ai du temps libre pour me reposer à d'autres moments. Donc, j'ai pas besoin mes repos de les passer exclusivement à me reposer parce que je suis à bout et j'en peux plus. Et en fait, du coup, j'avance sur ce petit boulot-là qui est pas important. Et le positif nourrit le positif. Et plus je fais de choses dans ma vie et tout, plus de bonnes choses m'arrivent. Plus j'arrive à plus j'arrive à, comment dire, j'ai beaucoup de mal à m'exprimer, mais plus j'arrive à proposer des choses, à mettre des choses en place qui intéressent les gens et qui me renvoient du positif. Et c'est une boucle vertueuse qui est extrêmement importante. Et du coup, heureusement que cette vidéo est à la bourre parce que je vais pouvoir annoncer le gros truc 2025. Je sais pas si ce sera le gros truc, mais c'est un des gros trucs. C'est qu'en fait, il m'est arrivé totalement par hasard, je savais même pas que j'avais le droit à ça, mais il m'est arrivé grâce à tout ça que j'ai pu me faire financer une formation. Et les formations, jusque-là, j'y pensais même pas parce que c'est extrêmement compliqué. Parce que quand on est salarié à côté, il y a beaucoup de formations qui sont refusées aux entrepreneurs, tout simplement parce qu'on demande d'être à 100% sur son entreprise. Ça m'est déjà arrivé, j'ai eu des financements qui m'ont été refusés parce que j'étais pas à 100% avec mon entreprise et que je travaillais à côté.
Sauf que pour travailler à côté, il me fallait ces financements. Bref, pour ne pas travailler à côté plutôt. Et en fait, là, je me suis retrouvée que j'ai pu me faire financer cette formation parce que mon entreprise a décollé. Et donc, je commence ce mois-ci, le 19, une formation en médiation animale. J'en avais déjà parlé dans une autre vidéo, justement, que c'était un projet qui me tenait énormément à cœur. Parce que moi, j'ai traversé des périodes de dépression. Et je connais des personnes qui sont dépressives, je connais des personnes qui souffrent. Et je sais à quel point les animaux sont merveilleux pour aider. Et ça, c'était un de mes objectifs. Donc, cette formation, à terme, je vais pouvoir soit proposer des séances de médiation animale, soit pouvoir ouvrir ma ferme pédagogique. Alors, la ferme pédagogique, on n'y est pas encore, mais c'est vrai que c'est un truc qui me plairait bien. Mais encore une fois, on n'ouvre pas une ferme pédagogique comme on ouvre une entreprise. Ça demande d'autres choses. Mais voilà, ça va m'ouvrir des portes. Et même, je suis juste contente, en fait, parce que l'une des grosses difficultés de ma vie aussi, qui m'a beaucoup fait souffrir en 2024, même si c'est la réalité de tout le monde, ou presque, c'est que j'étais vraiment dans une routine, boulot, je rentre dormir, boulot, je rentre dormir, boulot, je rentre dormir, boulot, je me fais engueuler parce que j'étais au boulot et que je suis rentrée dormir et que j'ai pas eu le temps à consacrer à je sais pas qui avait besoin de je sais pas quoi. C'était ça mon quotidien. Et en fait, mais j'avais l'impression d'avoir le cerveau qui fondait. C'est pas stimulant, c'est pas intéressant, c'est une vie mais morne. Et là, en gros, je suis super contente parce que non seulement j'ai un quotidien qui m'épanouit où je fais pas tous les jours la même chose, mais en plus, je vais apprendre des choses et ça, je suis super heureuse, quoi. C'est une formation de 6 mois, donc je pense qu'elle doit être assez conséquente quand même parce que j'ai déjà fait des petites formations et bon, bah, c'est pas. J'ai besoin de quelque chose qui me stimule, j'ai besoin d'apprendre des choses, de voir des nouvelles choses comme tout le monde en fait. Et je suis trop contente de me dire que ouais, bah, je vais faire des choses intéressantes et ça fait du bien quoi. Donc 2025 a pas forcément bien commencé, mais ça, j'y reviendrai l'année prochaine, peut-être un peu moins en retard. Mais en tout cas, elle s'annonce un peu plus prometteuse que 2024 et il n'y a pas eu de gros drames déjà et je lui en demande pas plus. Donc, on fait le point l'année prochaine. Et j'espère vraiment que tous ces projets vont continuer à se développer et avoir énormément de choses à raconter en cette fin d'année. À très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez suivre mon élevage. J'ai vraiment envie en 2025 de développer cette chaîne aussi, d'ouvrir une vitrine sur mon élevage. Et du coup, je vous dis à très bientôt. Bye!